La tempête de neige balaie tout autour de toi. Tu as tes cheveux qui sont secoués dans le vent. Immédiatement, tes cils sont en train de geler, vu la température glaciale qui assaille tout ton corps. Heureusement, tu es un peu plus habillé que la dernière fois. Tu as sur toi les vêtements que tu portais avant d'aller te coucher. Tu arrives un petit peu plus facilement que la dernière fois à prendre appui sur tes pieds, à te lever. Tu reconnais cette forêt de conifères glacés, tous ces pins enneigés, et c'est comme si tu revivais la même scène une seconde fois. J'en ai marre en fait de faire ce rêve. Déjà que la dernière fois, ça avait été assez éprouvant. Donc j'ai pas envie de refaire la même chose, de revivre le même froid. Tu sais ce qui va se passer. Tu sais que cette vision est exactement la même que la dernière fois. Tu sais qu'en te retournant, tu vas réapercevoir cet énorme monument, le mur qui fait plus de 200 mètres de haut, qui est juste derrière toi, qui balaie tout l'horizon de sa présence massive. Et tout de suite, ton regard est attiré par l'orée de la forêt, à cet endroit précis où tu sais qu'un homme va surgir dans quelques secondes. Contrairement à la dernière fois, cette fois-ci, je décide d'aller dans la forêt justement. Pas de continuer tout droit vers le mur. Je veux voir ce qui va s'y passer dans cette forêt. Donc tu luttes contre la tempête, essaies de te protéger le visage des yeux, mais pour essayer d'apercevoir un petit peu plus que la dernière fois, tu cours les pieds nus dans cette neige glacée qui te monte presque quasiment jusqu'aux genoux. Et effectivement, au moment où tu arrives à la lisière de la forêt, au niveau de ces arbres que tu as reconnus, tu as cet homme, la barbe hirsute pleine de neige, qui surgit, qui fait tomber la neige des sapins autour de lui. Il court, il halète, il passe vraiment, mais juste à quelques centimètres de toi. De la même manière que la dernière fois, il ne te voit absolument pas, il court, totalement désespéré qu'il est, fuyant la menace qui va bientôt surgir de la forêt. Comme la dernière fois, il trébuche, il bascule, il fait un roulé-boulé dans la neige, mais au moment où il est tombé, il y a un carreau d'arbalète qui a sifflé au-dessus de sa tête et qui allait se planter dans l'arbre juste au-dessus de lui. Parce que je sais qu'il va y avoir des hommes qui vont arriver. Je me dirige vers eux pour essayer de les voir de plus près, pour essayer de voir si je trouve pas des informations sur eux, quelque chose qui pourrait me faire tilt. Tu t'approches délicatement de l'endroit d'où tu sais que vont surgir ces trois figures d'ombre sur lesquelles tu n'arrivais pas à mettre de visage la dernière fois. Et tout comme l'homme dont la course éperdue s'est terminée dans la neige, tu vois que sortent à quelques centimètres de toi de la forêt, sans te voir, ces trois figures menaçantes. Tu te concentres, vraiment, t'as cette espèce de flou autour de ces personnes qui sont que des ombres, comme si elles aspiraient toute la lumière qu'il y avait dans cette espèce de vision que tu as. Et petit à petit, tu arrives à commencer à distinguer certains détails. Tu remarques que ce groupe de trois personnes est composé de deux hommes, en tout cas ils ont des silhouettes un petit peu plus athlétiques, et d'une femme qui a des cheveux rouges, aussi rouges que les tiens, qui cascadent sur ses épaules. L'homme, en les voyant, se met à hurler, exactement les mêmes mots que la dernière fois, paniqué qu'il est. Il les supplie et essaie désespérément de les empêcher de le tuer. Mais tu sais que, comme la dernière fois, les choses se reproduisent exactement de la même manière. Les trois ombres passent juste à côté de toi, vers leur but, vers cet homme qu'ils contemplent de haut pendant quelques instants. Ils dégainent des dagues et des épées et les plantent de manière répétitive dans le corps de l'homme qui expire de la même manière dans un râle d'agonie qui, pour la deuxième fois, vient te hanter. Je me rapproche de ces ombres parce que comme j'ai réussi à suffisamment me concentrer et à voir quelques détails que j'avais pas réussi à avoir la dernière fois, je me rapproche encore plus pour essayer de capter des détails qui pourraient me servir. Tu es juste derrière eux, tu t'approches de plus en plus, tu te concentres vraiment, tu sens que c'est un effort mental d'arriver à distinguer le moindre détail. Et d'un coup, c'est comme si ton corps était ralenti. C'est comme si ton corps était figé et bloqué par une espèce de force surnaturelle. Et derrière toi, tu sens une autre présence. Tu sens cette aura de danger maléfique. Vraiment, d'un coup, tous tes sens sont en ébullition. Tout ton corps te hurle que juste derrière toi, il y a un danger extrême qui rôde. Et tu entends comme un soufflement dans ton oreille. Freya. Je suis tétanisée. J'ai vraiment peur. Je tourne la tête, mais vraiment tout doucement. Et j'essaie de voir du coin de l'œil quoi est juste derrière moi. Tu te retournes délicatement et tu aperçois à quelques mètres de toi un homme aux cheveux tirés en arrière, un peu noirs, qui te tourne le dos. Il a les mains dans le dos, extrêmement tranquille, il est habillé d'une espèce de grande robe noire, ceinturée à la taille, et lui n'a l'air pas du tout dérangé par l'énorme tempête qui souffle et qui balaie la neige autour de lui.
Il se tient droit, stoïque, et au moment où il tourne délicatement la tête vers toi, tu as une sensation très étrange, comme si chaque fois que son visage allait se révéler à toi, il te retournait le dos. Mais juste d'avoir posé ses yeux sur lui, tu as cette sensation de danger qui est encore plus exacerbée. Ton cœur se met à palpiter, ton cerveau tambourine à tes oreilles, et c'est à ce moment-là que le monde autour de toi s'écroule. Tout devient noir, le ciel s'effondre sur toi, le sol s'est ouvert sous tes pieds et tu tombes dans le noir, tu tombes en attendant le choc qui te permettra de te réveiller en sécurité. Hear the might whisper from the eyes. Bring to you kings and sons to die. Why the grass will always be marked by the cold blood of northern grey. Be with the fight that will give you high run high Le jour se lève, vous avez tous passé une nuit très reposante, vous êtes requinqués, même Daemon, tu te sens prêt à participer au tournoi, tes blessures et celles de Kale sont guéries, tout comme les tiennes, Freya. Et donc le jour se lève et tout le monde s'est levé et est sur le qui-vive. Daemon, je propose que nous partions nous mettre en marche pour aller retrouver notre ménestrel, afin d'avoir ce soutien, ce témoignage qui pourrait nous aider à nous dédouaner de ce forfait dont on nous accuse. Très bien, je peux y aller seul si ça vous dérange, vous n'êtes pas obligé de m'accompagner. Non, je pense qu'une excursion en ville nous ferait grand bien, ma sœur et moi, qui sommes en manque de découvertes ces derniers temps. Dame Astrée, vous voulez venir? Tout à fait, j'ai besoin de prendre l'air un petit peu. Oui, je crois aussi. J'ai proposé au jeune Gareth de nous accompagner afin de la guérir un petit peu aux lois de la rue. Je souhaiterais venir aussi, si ça ne vous dérange pas. Daemon. Ben avec grand plaisir, Dame Freya, si vous le souhaitez. Freya, tu préfères pas rester au campement, rester avec... Et se balader avec Vali en ville, C'est ça. c'est compliqué. Mais Vali va rester au campement, ça va. Elle sera sans toi, ça ira. Oui, ça ira. Grégor, il est un peu embêté, il dit es-tu sûr, Freya? Enfin, ça me gêne pas, mais s'il arrive un malheur avec Vali alors que tu n'es pas là, il peut rester avec Roderick. Freya. Il restera avec Roderick, oui. Si vous voulez, on aura tout le temps, plus tard dans la journée, pour se voir. Là, en vérité, ça va être une promenade, loin d'être une promenade de santé. Nous ne serons pas seuls. Si ça vous dérange pas, on pourra peut-être se retrouver plus tard et comme ça, on évite toute problématique vis-à-vis de Vali. Vous avez besoin d'être seul? C'est une bonne question. Avec Dame Freya? Oui. Disons que j'aimerais bien lui faire visiter la ville, oui, ce serait un grand plaisir pour moi. Non, mais nous nous retrouverons plus tard. Très bien. Une visite de la ville, pourquoi pas. Moi, en attendant, je vais prendre Duncan sous mon aile et puis on va aller, après s'être un petit peu rassasié, pris quelques forces, on va aller directement s'entraîner pour la journée. Et si on voir un petit peu s'il est de taille à affronter le tournoi. Je pense que ça ira, ça ira. Et ensuite, je propose qu'on aille s'inscrire au tournoi directement. Bonne idée. Dites-moi, Dame Astrée, vous ne voulez pas rester avec votre compagnon Roderick, je crois? Absolument pas, j'ai demandé au maître s'il pouvait s'occuper de lui aujourd'hui et apparemment c'est entendu. Parce que je vous ai vu plutôt culpabilisante avec votre frère l'autre jour, ou avec Duncan qui ne parlait pas de Roderick, mais vous n'avez pas l'air d'être véritablement à son chevet et vous préférez vous isoler de lui, je ne comprends pas trop vraiment. Pourquoi? Ce n'est pas une préférence, mon frère m'a demandé de l'accompagner, je l'accompagne. Très bien. Du coup, il y a juste Grégor. Avant que vous partiez, j'aimerais quand même qu'on se concerte parce que
Nous avons l'audition avec Lord Arryn cet après-midi. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que nous demandons à Roderick de venir avec nous? Je sais qu'il est en très mauvais état, mais néanmoins ses blessures, si elles sont montrées directement à Lord Arryn, ça pourrait appuyer le fait que nous ayons bien été attaqués. Donc. Je pense que c'est important pour Roderick aussi d'être présent pendant l'audition. C'est quand même le premier touché par tout ça. De plus, je ne laisserai absolument pas Roderick sans assistance militaire. Et avec tout le respect que je lui dois, seul le maître Ortengrin reste à ses côtés, je ne donne pas cher de sa pose. Il y aura toujours Freya et Vali. Oui, est-ce qu'il faudra encore que je reste au campement ou cette fois ma présence sera désirée? Je pense que toute la famille devrait se rendre à cette audition. Bien sûr, je pense que nous avons tous été convoqués, donc nous aurons chacun notre mot à dire, j'ose espérer. Donc vous vous séparez. Duncan et Harald, vous allez vous entraîner en vue du tournoi. Vous trois, vous partez avec Gareth Tuttle pour essayer de retrouver la ménestrelle Carmine pour qu'elle assiste à l'audience. Et alors que tout le monde se sépare, Grégor il vient vers toi, Freya, et te dit Freya, je vois que le jeune Daemon a un certain intérêt pour toi. Donc cela me dérange, mais je te demanderai tout de même d'être vigilante. Nous ne connaissons pas ces hommes. Les Bélian ont l'air d'être une famille respectable, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec Daemon. Il est un peu trop sociable pour quelqu'un de sa stature, j'ai l'impression, et il semble avoir un âge assez avancé, 23 ans, il n'a toujours pas été fait chevalier. Alors peut-être que ça veut dire qu'il ne suit pas vraiment les ordres de la foi des sept et qu'il n'est peut-être pas digne de devenir chevalier. Peut-être qu'il a un passé qui pourrait jouer contre lui, donc fais attention avant de sympathiser avec ces personnages. J'aimerais en savoir un petit peu plus sur eux avant que nous en arrivions là. Je ne pensais pas que vous faisiez attention au passé des gens avant de les juger, pas pour les juger, père. Mais je ne le connais pas, son passé, Freya, justement. Nous sommes dans le flou et tu vois bien que Port-Réal est un nid de serpent. Nous sommes arrivés depuis un jour et nous sommes déjà couverts sous les problèmes. Inutile de nous en rajouter inutilement. Non, bien sûr, mais ils nous ont quand même bien aidés et ça a été fait par pure gentillesse. Et j'ose espérer que ça restera comme ça. Sir Harald et Duncan, vous vous rendez donc sur le terrain d'entraînement. Là, il y a plein de gens qui sont en train un petit peu de s'entraîner. Évidemment, avec des épées émoussées, hein, personne n'utilise une quelconque arme avec un bord tranchant. Freya, qui n'est pas très loin, du coup, elle est un petit peu posée sur une petite pente douce qui mène au terrain d'entraînement. Tu es avec Vali, en train de le cajoler, voilà, il ronronne dans tes bras. Et il y a pas mal de gens qui te voient de loin et qui très clairement évitent la créature. Alors, avec son pelage noir et blanc, elle passe pas inaperçue. Les gens sont très étonnés de voir cet animal presque aussi gros que toi, quoi, qui est clairement en train de te faire un gars. Duncan, prends ton épée d'entraînement, prends ton bouclier. Moi je vais utiliser 2 épées, non pas mon bouclier, et tu vas surtout travailler la défense. Pour l'instant on va commencer sur la défense. Et j'arrive vers toi avec une suite d'attaques, avec mes 2 épées justement d'attaque. Je vais enchaîner avec les côtés, le bas du corps. Je pars au maximum, ça va être quand même un enchaînement de beaucoup de coups d'épée. Je recule de quelques pas, j'arrive pas vraiment à tenir quand même la cadence, et il trouve la faille et il réussit à me bousculer avec son épée émoussée au niveau des côtes. Bravo, ça va. Mais qu'est-ce que ces assassins font là? Il y a Griff Whitehill, le plus jeune fils de la famille Whitehill, qui du haut de ses 15 ans vous regarde avec un air extrêmement provoquant et il crache par terre en vous regardant. Derrière lui, pas très loin, arrivent sur le champ d'entraînement ses 2 grands frères, Karl et Thoren, qui sont vraiment les 2 des montagnes de muscles et ils ont leur épée qui claque au vent derrière eux. Il y a Karl Whitehill qui attrape son frère, qui lui met la main sur l'épaule et qui le retourne. Et Griff Whitehill, en se retournant, vous dit « Je vous tuerai tous les Foresters, tous, jusqu'au dernier, pas un ne survivra !» Bon écoute Duncan, ça sert à rien de s'énerver, ne répondons pas à leurs provocations, concentrons-nous sur l'entraînement. Ok, c'est la seule chose qui nous concerne et qui est importante pour nous aujourd'hui. Et on verra bien tout à l'heure. On réglera ça pendant le tournoi. Exactement, nous réglerons ça dans les règles de l'art, comme on dit. À ce moment-là, il y a Karl Whitehill qui s'avance vers vous. Vraiment les traits déformés par la colère. Il a une épée émaillée, qui est une épée d'entraînement. Il la plante à quelques mètres de toi, Duncan. Et il te regarde et te dit « Bats-toi, Forester !» Je suis en train de le faire, en fait, je suis en train de m'entraîner avec mon maître d'armes. Écoutez, sœur, il ne sert à rien de s'énerver, nous sommes ici pour nous entraîner, nous ne cherchons absolument pas le conflit. Je vous demanderai de retirer votre épée et de vous retirer d'ici. J'attendrai. Chine, il enlève son épée et il repart et vous voyez son frère Thoren qui explose de rire au loin en voyant et qui le prend par l'épaule et qui le pousse à repartir.
Je savais pas qu'il y avait le droit aux animaux sur le terrain d'entraînement. Il devrait défier Vali. Ouais, je pense que ce c'est serait un plus bon combat. équitable. À ce moment-là, vous êtes en train de vous êtes détourner des White Hills. Et vous voyez un petit peu en haut du terre-plein qui surplombe le terrain d'entraînement, juste à côté de toi de Freya. Il y a un cavalier qui s'est arrêté, qui a un cheval qui a une grande parure orange. C'est un homme qui a l'air assez typé, voilà. C'est pas un homme du Nord, très clairement. Il a la peau un peu marbrée. Il a regardé la scène, il me dit absolument rien, il pousse juste un petit soupir, il fait... Et avec tu vois qu'il a un œil très perçant, il tourne le regard, il cravache son cheval et il continue à galoper au loin. L'homme, il est reparti presque aussi vite qu'il est arrivé. T'en as eu une vision que fugace, t'as vu absolument aucun détail sur qui ça pouvait être ou quel était son équipement. Par contre, t'as vu son blason qui est très tape à l'œil sur la robe décorative du cheval. Tu connais ce blason, tu en as déjà vu un symbole dans les livres qu'il y avait dans la bibliothèque d'Ironrace. C'est un soleil rouge sur un champ orange et qui est percé d'une lance jaune. C'est le blason de la maison Martel de Dorne, qui sont les princes de Dorne, qui sont les princes de la contrée du sud. Et donc le cavalier de Dorne est déjà plus qu'un point au loin, tu n'arrives plus à distinguer quoi que ce soit. Donc vous êtes partis tous les trois, accompagnés de Gareth Tuttle, en quête de Carmine la Ménestrel pour qu'elle témoigne à votre audience. Écoutez, Damon, je connaissais la ville apparemment. Oui. Je connais la ville, je connais surtout Carmine également. On va pouvoir aller à l'Arbre Vert généralement. Il y a une estrelle qui joue là-bas. Je pense qu'elle pourrait s'y trouver. Est-ce que nous ne pourrions pas d'abord passer par la tente des White Hills, écouter un petit peu ce qui se passe? Non, Astrid, on va pas se risquer à faire ça. Tous opter pour jouer le jeu avec la justice de Boréal. Je n'ai absolument pas envie, surtout vu le nombre qu'on est, de nous exposer. C'est pas notre objectif aujourd'hui, en tout cas. Encore une fois, je l'ai dit, je n'ai pas envie qu'on crée de problèmes entre les murs de Port-Réal. Donc, c'est notre meilleure arme pour cette audition. Ils nous ont interdit de les attaquer, mais passer par là. Ils nous ont vus, ils nous connaissent. Si jamais on passe par là, ce sera tout sauf discret. On pourra en discuter si vous voulez avec Cale. Ils n'ont jamais vu le visage de Cale. Mais pour l'instant, pour nous, allons à l'Arbre Vert. Dans ce cas-là, je pourrais peut-être y aller seule. Non. Faites-moi confiance. Cale est un professionnel en furtivité. Il n'est pas connu des White Hills. Si ça peut vous rassurer, Dame Astrid. Cale! Ouais. Dis-moi. Bon, tu es au courant actuellement de tout ce qui se passe avec les White Hills. Ouais. Ils ne t'ont pas vu. Malheureusement, ils ont déjà pu me voir. Ils savent à quoi je ressemble. Ils connaissent évidemment la famille Forrester. Est-ce que ça te dérangerait de jeter un petit coup d'œil potentiellement à leur camp, tendre une oreille attentive, discrètement, histoire de voir un petit peu où ils en sont, si tu peux avoir des informations? Ouais, faut pas que je mette ma cape et mon blason parce que sinon ils vont griller les baignades à des kilomètres. Mais Sois juste attentif. Une oreille qui traîne. Je serais bien allée à votre place, mais on me l'interdit. Je pense que tu comprends pourquoi. ouais, je pense qu'ils vous connaissent. Ça serait. Moi, je pourrais m'approcher furtivement, mais ils doivent être sur le pied de guerre et du coup ils doivent avoir des hommes postés un petit peu partout. Je vais voir, écoutez, je vais traîner, je vais voir si j'arrive à traîner une oreille et écouter ce qui se raconte. Moi, je vais rester ici, je vais m'entraîner pour le tournoi, je vais essayer de remonter un peu en selle, voir si j'ai la forme. Et puis on se revoit pour l'inscription. Très bien. Fais attention à toi. Ouais, à tout à l'heure. Vous partez pour l'Arbre Vert. Vous arrivez devant cette auberge, effectivement, et il y a plusieurs ménestrels qui sont en train de jouer à l'intérieur. Vous entendez déjà à l'extérieur des sons de fête. Au moment où vous arrivez, vous rentrez dans l'auberge de l'Arbre Vert, tu vois, pas très loin dans la rue, Ebert Whitehill, donc un des fils Whitehill, celui qui est le plus maigre, on va dire, celui qui a les cheveux noirs tirés en arrière, qui avançait dans la même direction que vous, qui vous voit et qui vous voit rentrer dans l'auberge, qui tourne les talons et qui fait demi-tour et qui repart. Je garde cette info-là, cette information pour moi. Vous rentrez les trois du coup dans cette auberge qui est très dynamique. Vraiment, il y a une ambiance festive à l'intérieur. Et donc tout de suite, vous la voyez sur l'estrade, elle est en train de jouer de manière extrêmement enjouée. Il y a Carmine qui, armée de son luth, mène la danse et accompagnée de plusieurs autres bardes. C'est elle qui met une ambiance assez intense et incroyable dans cette taverne. Là, je m'approche, je me fais un chemin jusqu'à elle et j'essaie de l'interpeller. Carmine! Elle est un peu embêtée parce qu'elle est en plein milieu d'une chanson. Bon, elle arrête de chanter, elle descend de la scène, elle s'approche de toi, elle dit « Dites-moi, Damon. » Ouais,
quelques petits problèmes, on aurait besoin de toi, on a une audition simplement, tu sais l'attaque qu'il y a eu des White In envers les Forestiers. Ouais, bah j'étais là, ouais. Ouais, c'est ce que tu as pu observer. On a juste besoin de ton témoignage afin de les disculper de toute tentative d'attaque envers les White In. Est-ce que tu peux te rendre disponible aujourd'hui? Ah, aujourd'hui? Ouais. Bah, moi, c'est que je devais assurer le show et je suis payé ici à la taverne pour faire mon... On a besoin de toi. Dame Carmine, si je puis me permettre, je me permets d'avancer les compos de mon maître, Lord Grégor, qui, selon moi, vous compensera pour le perte que vous aurez accumulé. Eh bien, le voilà. Bon, bah écoutez, si ça me prend pas trop de temps, j'accepte, mais je vois pas trop ce que je pourrais... Ce que tu aimes, D'accord. tu sais. Rien de plus. Ok, très bien. Et ben dans ce cas-là, je vous accompagne. Vous êtes en train de boire votre lait de chèvre dans cette taverne, somme toute assez rustique, et d'un coup, vous avez un homme en armes, un chevalier, une tablée qui vous regarde de haut en bas et il reconnaît votre écusson. Il dit « Est-ce que vous ne savez pas les Colbir? On nous a parlé de vous les Colbir, mais vous êtes les assassins qui traînaient avec les Foresters. » Effectivement, tu reconnais ce blason, c'est un trousseau de clés sur un champ vert, et c'est la maison Keiring. C'est une petite maison mineure des terres de la couronne autour de Port-Réal. L'homme... T'as presque craché au visage en te disant voilà, que vous étiez des tueurs et des assassins, et il a pas l'air de voir s'arrêter et vous dit mais c'est vous qui avez massacré tout le village dans le nord. Déjà, quand vous vous adressez à une maison noble, ne lancez pas de telles accusations gratuitement comme ça. Écoutez, je suis un émissaire du roi et je peux vous dire que je m'adresse à vous comme vous le méritez. Et qu'est-ce qui vous porte à croire que je suis sujet à ces accusations? Il y a un autre homme qui se lève à côté de lui qui est pareil à le même écusson que lui, le trousseau de clés. Qu'est-ce qu'une engeance de votre espèce fait à Port-Réal? Vous espérez tout de même pas participer au tournoi? Vous êtes simplement ici pour subir la justice du roi ou vous souhaitez participer au tournoi? Alors déjà, nous sommes sous la protection de la main du roi. Et en l'occurrence, la raison pour laquelle nous sommes à Port-Réal ne vous regarde absolument pas. Non, je vous dis ça parce que mon cousin participe au tournoi et il se fera sûrement une joie de vous jeter dans la poussière. Si je me souviens bien, les Keiring n'ont pas fait preuve d'exploit en matière de combat ces dernières années. Bien, ce sera peut-être l'occasion de vous prouver que vous avez tort. Je me lève, à ce moment-là, je me tourne vers eux, simplement. Je leur dis partez maintenant, partez, avant que ça dégénère. Ah, un Bélian. En effet, un Bélian. On sait que vous étiez des fidèles Targaryens pendant toute votre vie. Et simplement, quand la rébellion de Robert commence à renverser un petit peu le pouvoir en place, c'est là que vous retournez votre veste. Pff, pitoyable, ça s'appelle chevalier. On se retrouve au tournoi. J'espère bien. Moi aussi. Et sur ce, les deux cousins Keiring sortent de l'auberge en vous jetant des regards furibonds, en vous faisant des gestes grossiers. Donc vous êtes rejoints après cette courte séparation, vous vous dites un petit peu ce qui vous est arrivé. Carmine reste avec vous pour le reste de la journée jusqu'à l'audience. Alors Grégor, nous avons amené Carmine avec nous. J'ai vu Astrée, bien joué. Elle accepte de témoigner en notre faveur, en tout cas de dire ce qu'elle a vu lorsqu'elle était là. En échange, nous lui avons assuré qu'elle recevrait ce qu'elle risque de perdre dans sa journée en tant que ménestrel. Une compensation. Ma foi, si ce n'est que ça qu'elle demande, j'accepte, il n'y a aucun souci. Il s'adresse du coup à Carmine et lui dit « Évidemment, mademoiselle, nous compenserons les pertes que vous avez accumulées pendant cette journée perdue avec nous. Je vous remercie beaucoup d'accepter de venir témoigner en notre faveur. » Mais je vous en prie, monseigneur. Elle fait une petite courbette. Et puis, du coup, elle reste avec vous dans la zone de votre campement. Arrive du coup juste le moment, avant de passer à l'audience, où vous allez avoir le temps d'aller vous inscrire au tournoi. Donc il y a un grand étal qui a été mis en place avec des scribes derrière, différents érudits qui consignent tous les registres, qui enregistrent les blasons, les différentes maisons qui viennent s'inscrire. Et c'est à cet endroit qu'il faut payer, comme vous l'avez dit Grégor. Pour Grégor, je vous demande un petit peu à tous, est-ce que nous nous sommes décidés du coup, Roderick ne peut pas participer au tournoi. Duncan, je comprends que tu as envie de le remplacer. Ah oui, je suis toujours sur la même décision. C'est toujours d'actualité, d'accord. Eh j'espère que tu sauras briller. Je sais que tu n'as jamais vraiment jouté, ou alors que quelques fois. J'espère que les boucliers de Ferrugier feront la différence. J'ai confiance en Duncan, je pense qu'il fera du bon travail. Je compte sur vous, Harald, pour l'entraîner régulièrement, même en dehors des lices et lorsqu'il sera vraiment dans le tournoi. Il ne pourra pas être aussi fort que son frère, évidemment, mais j'espère au moins qu'il ne nous fera pas honte. C'est gentil, ça. Sinon, vous pouvez vous en charger aussi, Astrée. Si je le pouvais. Il semblerait qu'il y ait quelques tensions à votre égard, Dame Astrée. Ah bon? Je n'avais pas remarqué. Je crois que vous êtes bien la sœur.
Disons que ma sœur ne laisse pas grand monde insensible. C'est à la fois sa force, mais aussi ma faiblesse. Donc vous arrivez devant cet endroit où vous voulez vous inscrire, donc Kale est avec vous, parce que Kale veut s'inscrire également au tournoi. Lui-même commence à s'inscrire et tout ça, voilà, il passe devant toi, aucun souci. Avant que Kale s'inscrive au tournoi, juste je me penche vers lui et je lui demande si alors, est-ce que tu as pu, à côté des informations, tu as réussi à voir un petit peu les molécules? Ouais, alors j'ai vraiment glissé une oreille. Après, je me suis fait assez rapidement repérer. Il semble qu'il y a un truc qui se trame un petit peu. J'entendais des bruits de dispute. Je connais pas trop leur voix, donc je saurais pas dire qui disait quoi. En tout cas, c'était des voix d'hommes. Il y avait quelqu'un qui essayait de calmer quelqu'un d'autre qui lui disait pas avant le festin. Je pense qu'il faisait référence au festin du roi qui aura lieu demain soir après la présentation des armes devant le roi. Un grand festin de bienvenue où tous les participants sont conviés. Et j'ai peur qu'il parle de ce festin-là. Mais c'est pas très rassurant. Non, je suis d'accord. Ça se disputait très intensément dans leur tente. Kale s'inscrit au tournoi et vient ton tour, alors tu passes et le scribe te regarde avec un air un petit peu circonspect et il te dit « Vous êtes ?» Daemon Bellian, fils de Aaron Bellian. Vous n'êtes pas chevalier, sire, je ne vois pas vos écussons ni votre cape. Non, je ne suis pas chevalier pour l'instant, mais je compte bien le devenir. Ouais, malheureusement, dans un tournoi de cette envergure, je crois que ce sont les plus grands chevaliers du royaume qui sont attendus. Je ne pense pas qu'un écuyer puisse se présenter. Écoutez, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas participer. Il n'est pas nécessaire d'être chevalier, il suffit simplement de savoir manier une arme. Oui, mais c'est un tournoi de prestige. Tout le monde n'est pas... La famille Bellian, je suis l'héritier de la famille Bellian, je suis le fils. Mais je viens d'inscrire un certain Kale Bellian. Oui, en effet. Mais Kale est mon cousin. Du coup, je prends un instant, puis je reviens vers lui, je dis messire, serait-il possible de m'inscrire sans nom et masqué? Oui, ma foi, ça pourrait être une bonne idée. Vous chevaucheriez masqué, vous feriez passer pour un cerf, mais attention, si vous êtes jeté dans la boue, vous risquez de subir l'opprobre d'avoir volé ce titre, si je puis me permettre. Il n'y a pas de risque à ce niveau-là, j'ai parfaitement confiance en mes capacités. Ben, ma foi, j'ai hâte de voir ça alors, mais quel est votre nom du coup? Je réfléchis une seconde. Sir Daven. 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 Eh bien, Sir Daven, voilà inscrit en lice. Je vous souhaite bonne chance pour le tournoi. Il faut payer la commission. Donc tu t'acquittes de cette commission, tu payes, voilà, et du coup, va falloir que tu te fasses un autre bouclier que lui sur lequel tu as le blason des Bellian. Donc ensuite, Duncan, tu t'inscris, Andrea, tu t'inscris, vous êtes tous les deux inscrits chacun dans les poules qui sont tirés au sort. Il vous demande, vous avez un bon niveau ou pas? Comparé à quoi? Comparé à ce que vous jugez de vous-même, c'est un gros tournoi, il y a des participants avec pas mal de compétences, il y a plusieurs membres de la garde royale qui participent, notamment Jaime Lannister, Barristan Selmy, enfin je sais pas si votre cote est très élevée ou pas, mais c'est juste pour les histoires de Paris quoi. C'est son premier tournoi pour Duncan. C'est mon premier tournoi, je voudrais pas trop m'avancer, puis je préfère que les paris soient pas en ma faveur, si vous voyez ce que je veux dire. Sans me jeter de fleurs, je pense être considéré comme l'un des meilleurs cavaliers du Nord. Tout à fait. Sans me jeter de fleurs. Colbir, très bien, je ne connais pas cette maison, mais on a hâte de voir ça du coup. J'espère pour vous que vous n'avez pas tourné au premier tour face à un Garland Tyrell, ou alors face à Rhaenys Baratheon, ou alors Oberyn Martell. Je vous souhaite bonne chance pour le tournoi. Vous êtes quasiment les derniers à vous inscrire, vous serez 64 en lice. Vous avez terminé de vous inscrire, malgré quelques déconvenues, et donc vous pouvez partir traverser la ville jusqu'au Donjon Rouge pour aller assister à cette fameuse audience dans la salle du trône de Port-Réal. Tout votre groupe, les Foresters, les Bellian, Carmine qui vous accompagnent, tout le monde gravit la grande colline d'Aegon sur laquelle trône le Donjon Rouge, cette énorme forteresse de pierre rouge. Vous passez des portes impressionnantes, vous passez vraiment plein de paliers de sécurité qui vous montrent que c'est vraiment l'endroit dans lequel habite la famille royale. Vous frayez un chemin guidé par des membres de la garde, des membres des Manteaux d'Or, très lourdement armés, très bien équipés et très nombreux à vous accompagner. Vous vous frayez un chemin dans cette grand palace magnifique, et au détour d'un couloir, vous voyez que devant une très grande porte, il y a un homme qui vous attend. C'est un homme qui est dans une armure blanche resplendissante, avec un casque sous le bras. Il a un grand manteau blanc qui lui pend dans le dos, et son bouclier est recouvert d'un blanc totalement immaculé.
C'est l'équipement caractéristique d'un des membres de la garde royale, donc 7 chevaliers qui ont juré de protéger le roi et sa famille sur leur vie. C'est un homme assez jeune, il vous accueille avec un grand sourire, il est plutôt assez beau. Il fait une petite courbette et vous dit « Messire Forrester, messieurs, dames Colbir, messire Bellian, je suis Sir Preston de la garde royale. C'est moi qui vais vous accompagner jusqu'à la salle du trône. J'espère que ma présence va vous faire vous sentir en sécurité. » Enchanté, ça. En effet, je sais que je me sens déjà mieux avec vous. Eh bien écoutez, monsieur, moi je vous montre le chemin jusqu'à la salle du trône. Dans ces couloirs, moi discrètement, je me penche vers mon frère et je lui chuchote. Si jamais j'interviens, je te prierai s'il te plaît de ne pas me contredire. Et du coup, vous arrivez dans un grand couloir. Sur le côté d'un mur, il y a une énorme, immense double porte qui est ouverte en grand. Et dès que vous passez le seuil de cette porte, vous arrivez dans l'immense salle du trône. C'est vraiment une salle avec un plafond de plus de 10 mètres de haut. Il y a des superbes vitraux qui laissent rentrer une lumière un peu rosée, très douce dans la pièce. Très clairement, la majestuosité de la salle n'est rien comparé à ce monument, le trône de fer, qui est tout au bout d'une grande allée. Le trône de fer, c'est le siège sur lequel se sont assis tous les rois Targaryen. C'est en fait un espèce d'ensemble de dizaines de milliers d'épées, une espèce de monstruosité qui grimpe à plus de 5 mètres de hauteur, qui a été forgée avec le feu du dragon. En ce moment même, en haut d'une volée de marches qui sont faites du coup en épée forgée, est assis sur le trône de fer la main du roi, Jon Arryn, qui est habilité à siéger en l'absence du roi ou lorsque le roi est occupé. Il a des atours très simples, pas de fioritures, mais toujours cette épingle d'or représentant une main en or qui est accrochée à son veston. Pour arriver à lui, c'est plus de 30 mètres dans cette grande salle où vos pas ont un écho absolument dantesque, vous avez vos pas qui résonnent alors que vous avancez en silence dans la pièce. Plus vous approchez du trône, plus vous voyez qu'il y a un petit groupe sur le côté, qui sont en fait les White Hill, qui sont en train de discuter avec quelqu'un et ils sont en train de tourner les talons. Ils passent à côté de vous dans l'allée qui est adjacente à la vôtre. Je me retourne vers Carmine et je scrute sa réaction. Bah, elle a l'air un peu indifférente de les voir parce qu'elle les connaît pas en fait. Moi, je croise le regard d'Hébert, mesurer dans son regard s'il m'a vu tout à l'heure. Alors effectivement, au moment où les White Hill, vous avez commencé à vous croiser, tu vois Hébert qui te regarde toi, ses yeux froids fixés dans les tiens. Il ralentit la cadence et au moment où vous passez à côté d'eux, Lord White Hill vous fait il vous jette même pas un regard, il a l'air extrêmement dédaigneux. Mais Hébert White Hill s'arrête, il te suit du regard, Astrée. Tu passes à côté, il continue à suivre du regard et il y a son frère Carl White Hill qui s'arrête à côté de lui et qui lui met une main sur l'épaule. Je soutiens le regard jusqu'au bout. Alors tu vois au moment où tu te retournes que le cortège des White Hill quitte la salle, mais que Carl et Hébert sont restés. C'est une salle tellement immense qu'il y a des gens qui peuvent rester et éventuellement assister à ce qui se passe dans la salle du trône. Les réunions ne sont pas privées. Donc vous voyez effectivement qu'il y a pas mal de nobles, il y a des chevaliers, des hommes en armes qui sont un petit peu à droite à gauche. Ce ne sera pas clairement une audience privée. Vous voyez que Carl et Hébert restent pour assister de loin à cette audience. Vous approchez du trône, plus vous approchez, plus la majesté du trône vous submerge. En haut de ce trône, Jon Arryn vous domine totalement et devient un homme extrêmement impressionnant malgré son âge. Au pied du trône, il y a une femme en robe rouge qui a un verre à la main, qui a l'air un petit peu de s'ennuyer, voilà. Elle n'hésite pas à reboire à sa coupe alors qu'elle vous voit arriver. Elle est difficilement ratable puisqu'elle a une grande couronne qui lui ceint toute la tête, une couronne en argent. De la plus belle des factures, vous vous doutez immédiatement en la voyant dans cet attirail que c'est la reine Cersei. Eh bien, on a failli attendre, messire Forrester. Majesté. 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 Votre grâce. Oui, bon allez, assez de courbettes en tout genre. Lord Arryn, j'aimerais que cette audience s'écourte. J'avoue que ces histoires entre Nordiens ne m'intéressent guère. Dites ce que vous avez à dire. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? On peut prendre la Duncan, parole. je t'en prie, si tu as dit quelque chose d'intelligent à dire, vas-y. Allez-y, jeune homme, il vous dit Jon Arryn. Nous sommes prêts à entendre ce que vous avez à dire. Contentez-vous de nous donner les faits et pas vos interprétations.
Lors de notre voyage, en partant justement pour venir pour le tournoi, nous avons appris la mésaventure du coup qui nous lie au White Hill, où c'est par des colporteurs. Donc nous avons appris que nous aurions attaqué un village des White Hill, chose que nous nions absolument, je peux vous le promettre. Encore une fois sur le chemin, nous avons été attaqués par un groupe se prétendant affilié au White Hill. Et c'était il y a combien de jours ça? Te demande Lord Darin. C'était il y a 4 jours maintenant. 4 jours dans une taverne, nous avons ramené une personne présente, 2 personnes présentes dans la taverne à ce moment-là. Notre ami Damon et une ménestrelle présente aussi ce jour-là. Votre ami, vous vous connaissez? Votre grâce, depuis notre rencontre il y a 4 jours, dans une taverne, le fruit du hasard, nous rendions au tournoi également avec mon cousin et j'ai été pris à partie dans l'attaque. J'ai été sous le feu d'une attaque revendiquée par les White Hill, j'ai été blessé au niveau du ventre. Les foresters m'ont soigné dans la foulée. Et pouvons-nous voir ces blessures? Te dit Cersei. Vous pouvez observer cette cicatrice. Donc je montre mon ventre, ça a cicatrisé, mais évidemment il y a une plaie de la flèche que j'ai reçue dans le bas du ventre. Là, Grégor, il se permet de dire « Votre grâce, je vous permets aussi de vous présenter mon fils Roderick qui a été lâchement frappé par derrière. Son bras est totalement brisé, et n'importe quel maître pourra vous le confirmer. Et il a pris un méchant coup à la tête lors du combat qui nous a opposés aux soldats White Hill. » Vous voyez bien, Majesté, qu'il n'y a aucun doute. Des soldats White Hill, vous dit Cersei. Avez-vous une quelconque preuve pour affirmer que c'était bien des soldats White Hill? Si je puis me permettre, votre grâce, les White Hill nous accusent, à tort, me permettrai-je de le préciser encore une fois, que la seule preuve qui coïnciderait avec notre responsabilité sur l'attaque de leur village est un bouclier. Vos spéculations ne nous intéressent pas, je vous ai dit de vous en tenir aux faits. Peu importe votre avis sur la question, nous serons seuls juges et maîtres de la situation, de ce qui s'est vraiment passé. Je pense seulement que mon frère essayait de vous faire remarquer... Excusez-moi, Majesté. Pardon, excusez-moi, qui êtes-vous? Astrée Colbir. Je vous présente ma sœur. Très bien, bah, si vous avez le plaisir de ne plus m'interrompre à partir de maintenant, j'accepte d'écouter ce que vous avez à dire. Je ne vous interromprai plus. Je disais donc que mon frère, je pense que ce qu'il était en train d'essayer de vous expliquer, c'est que tout comme le blason des White Hill, on ne peut absolument pas prouver effectivement que c'est le leur, il peut être imité. De la même façon, le bouclier qui a été retrouvé après l'attaque des White Hill, sur laquelle nous sommes incriminés, aurait pu aussi être imité. Oui, nous sommes seuls juges de ça. Bien entendu. Et je n'ai pas du tout à partager nos déductions avec vous. Bien entendu, c'était juste une information. Oui, j'entends bien que vous essayez de faire entendre votre point de vue et d'essayer de nous influencer. En revanche, je vous ai dit de vous en tenir aux faits. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur la question? Votre grâce, nous avons un dernier témoin, Carmine, ménestrel de son état, qui était présent lors de l'attaque. C'est vrai qu'elle regarde la ménestrelle avec l'air le plus dédaigneux que vous auriez pu imaginer, puis elle fait juste... Et Jon Arryn dit à Carmine « Mademoiselle, pouvez-vous nous dire en quoi vous êtes concernée par cette affaire ?» Carmine reprend la parole, elle dit « Vos grâces, excusez-moi, je ne souhaiterais pas vous importuner, je venais juste à Port-Réal pour participer aux festivités et animer la soirée, le festin, le banquet du roi. Et lorsque nous étions dans l'auberge, effectivement, je crois que le convoi des Foresters a été attaqué par des hommes en armes. Je crois qu'il s'agissait effectivement de soldats White Hill. Votre avis nous importe peu, lui dit Cersei. Que vous ayez cru que c'était des soldats White Hill, cela nous importe peu. Ne me forcez pas à me répéter une dernière fois. Dites-moi seulement factuellement ce que vous avez vu. Oui, pardon, excusez-moi. En tout cas, j'ai retenu certains des mercenaires qui avaient attaqué les Foresters. J'ai retenu leur visage. Et j'avais vu quelqu'un avec un tatouage de serpent sur le côté du crâne recruter ces mêmes mercenaires dans la même auberge quelques jours plus tôt. J'ai vu qu'il y avait des échanges d'argent assez conséquents. Et donc, j'ai tout de suite compris qu'il y avait une transaction pour acheter ces hommes, en tout cas leurs épées. Bien. Alors Jon Arryn se réinstalle confortablement sur le trône de fer, aussi inconfortable qu'il puisse être. Cersei dit « Bon, eh bien je crois que nous avons une vision assez intéressante de tous les événements qui se sont déroulés. Je vais retourner à mes occupations si cela vous dérange pas. » Il y a Jon Arryn qui dit « Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ?»
Votre Majesté, si je peux me permettre, Sir Harald Storm, maître d'armes d'Ironrath, j'ai un petit détail à rajouter à notre histoire. Effectivement, le chemin ne s'est pas passé qu'avec une seule attaque en notre rencontre. Nous avons eu l'occasion également d'affronter une horde de loups au début de notre périple. Ces loups étaient en train de dévorer certains cadavres de personnes mortes, égorgées apparemment, et laissées pour morts sur le bas de la route. Et nous avons retrouvé un parchemin qui peut être intéressant, je pense, d'analyser, qui était signé de la main de Lord Whitehill. Avez-vous ce parchemin? Oui, Roderick? oui, Roderick là. Tu le sors péniblement, il te le donne, et tu l'amènes à Cersei, qui te l'arrache comme ça d'un coup. Il est en bien mauvais état. Moi, Lord Whitehill, seigneur de Haut-Point, délègue toute autorité à la personne en possession de ce parchemin pour engager des mercenaires, et ce afin de mener à bien notre juste vengeance contre la maison perfide qui a commandité l'attaque traîtresse sur nos terres et ses habitants sans défense. Lord Whitehill. Vous noterez tout de même que ce torchon, certes, est peut-être signé de la main de Lord Whitehill. En tout cas, le cachet de la maison Whitehill est brisé. On ne peut pas savoir si c'est vraiment les Whitehill qui l'ont envoyé. Et à aucun moment dans ce parchemin, il n'est question de la maison Forrester. Aucun. Il est marqué « Juste vengeance contre la maison perfide qui a commandité l'attaque traîtresse sur nos terres et ses habitants. » Et si je puis me permettre, Majesté, depuis maintenant quelques jours, les Whitehill réclament vengeance envers nous et nous le font bien comprendre depuis notre arrivée qu'ils désirent se venger de nous. J'imagine très clairement, à moins qu'il s'est décidé de se faire beaucoup d'ennemis dans les terres du Nord, que ce petit parchemin nous concernait nous en priorité. Sir Storm, Majesté. je me fiche de la vie d'un bâtard des terres de l'orage. Je n'ai absolument que faire de votre évaluation de la situation. Je serai seul juge avec Lord Arryn de ce qui s'est vraiment passé et de ce que veut dire ce parchemin. Majesté. Sur ce, voulez-vous bien nous laisser tranquilles? J'ai à parler avec Lord Arryn. Lord Arryn qui vous dit merci, messieurs, dames, d'avoir accepté de venir à cette audience. Je vous prie de croire que toute la lumière sera faite sur cette affaire et que nous vous tiendrons rapidement informés de la suite des événements. Permettez-moi, Lord Arryn, je me suis rappelé que lors de notre précédente entrevue, vous nous avez parlé d'une enquête menée par Lord Stark. Et j'aurais aimé savoir si vous aviez des nouvelles concernant cette enquête. Tu vois que Cersei est hyper agacée par la question que tu viens de poser. Et Lord Arryn, il vous dit oui, je vous l'ai dit, Lord Stark a enquêté dans le village de Dell. Il s'est personnellement saisi de l'affaire. 18 personnes qui meurent, c'est tout de même assez incongru. Mais nous avons bien reçu ces informations. Nous avons reçu son analyse de la situation. Et nous nous en servirons pour tirer les conclusions sur cette affaire. Les conclusions qu'il faudra. Sir Preston Verchamp, donc, qui est le garde royal qui se tient à côté de Cersei Lannister, il vous dit « Messieurs, dames, je me ferai un plaisir de vous raccompagner. » Et il vous indique la sortie et il part avec vous. Vous passez à côté des deux frères Whitehill qui sont assis sur des bancs qui ont été placés dans la salle d'audience. Au moment de sortir, je me décale pour aller sur les bancs opposés de ceux des Whitehill et simplement m'installer dans la salle d'audience et écouter un petit peu ce qui s'y passe. Je vois Duncan s'installer, je vais directement vers lui et je lui dis mais Duncan, quelle est la raison pour laquelle tu veux rester ici? Ça ne servira qu'à les énerver et à les provoquer, ça ne sert à rien. Alors je vais énerver, provoquer personne, je vais simplement écouter ce qui se passe un petit peu à la cour. Ta présence ici est provocatrice pour eux. Duncan, je pense que c'est inutile de rester ici, donc suis-nous maintenant et ça ne sert à rien de provoquer inutilement nos adversaires. Je pense que si mon père ne m'a rien demandé... À ce moment-là où tu dis ça, Harald, tu sens derrière toi comme une présence imposante. Et c'est vrai qu'il fait presque 1m95 et en fait tu as Carl Whitehill qui est juste derrière toi. Vraiment, au moment que tu te retournes, tu le regardes un petit peu de dessous comme ça parce qu'il a vraiment une stature extrêmement impressionnante. Il te regarde pas du tout, il regarde juste Duncan et il te dit tu vas payer pour ce que tu as fait, Forrester. Tu vas payer. Et il quitte la salle du trône. Tu vois, on n'emmerde plus personne maintenant. Les autres, vous sortez de la salle du trône un petit peu pour débriefer en parlant de ce qui s'est passé. Et vous arrivez dans le couloir, il y a deux hommes qui sont en train de parler. Alors il y en a un, vous le reconnaissez très vite, c'est Andrew Estremont. Il a toujours sa grande cape avec le blason de la tortue verte sur un fond bleu dans le dos. Et il parle à un homme qui a l'air extrêmement dur, renfrogné, qui a l'air vraiment en colère. Et cet homme a l'air taciturne et il arbore aussi une grande cape jaune dans le dos avec un cerf noir couronné dessus. C'est un homme aux cheveux dégarnis, à l'air sévère, avec une barbe noire assez fournie. Vous voyez qu'il est un petit peu en train pas de se disputer, mais il parle de manière un petit peu vivace avec Andrew Estremont. Alors tu reconnais très facilement un membre de la famille royale, c'est le frère cadet du roi Robert Baratheon, c'est son frère Stannis, qui est maître des navires, qui fait
qui siège au conseil restreint du roi. Sans savoir forcément son nom, vous savez clairement que c'est l'écusson des Baratheons, qui est pendu absolument partout, sur tous les murs de la citadelle. Donc vous savez que vous avez affaire à un membre de la famille royale. On avance dans ce couloir et j'essaye de faire en sorte qu'il nous voit. Tu n'as pas le temps d'entendre ce qu'ils étaient en train de dire, les deux, pourquoi ils se disputaient, parce que tout de suite, essayez de faire marquer votre présence pour éviter que la situation soit un petit peu gênante. Et il y a Stannis Baratheon, du coup, qui vous regarde de haut en bas. Peut déranger que d'un coup, il y ait une sorte d'intrusion. Et au moment où Andrew vous voit, il vous dit « Ah, et Forrester, j'étais en chemin pour essayer de vous rencontrer. Je n'ai pas pu assister à l'audience, malheureusement, mais j'espère que ça s'est bien passé. » Pas tellement, non. Nous avons fait face à quelques adversités, si j'ose me permettre de dire, de la part de la reine. Ne vous permettez pas, vous dit Stannis Baratheon. Et quand vous parlez de la reine, parlez de sa grâce, je vous prierai. Andrew, bon, tu as entendu ce que j'avais à dire. Bref, j'espère que cette situation ne se reproduira pas et que tu penseras à me demander mon avis avant. Sur ce, il tourne les talons et il s'en va. Et Andrew lui fait une courbette un petit peu provocante. Il dit « Bien sûr, cher cousin, bien sûr. Excusez-moi, l'homme est un peu acariâtre. Il est difficilement malléable, notre Stannis. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, j'espère pouvoir rapidement voir votre cargaison de bois de ferrugier. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses dessus, apparemment c'est le meilleur des bois. Si vous avez un peu de chance, vous arriverez à faire preuve de sa solidité pendant le tournoi. Vous comptez vous battre avec des boucliers en ferrugier, si j'ai cru comprendre. Absolument. Très bien. Et j'aimerais le faire observer par un marchand avec qui je travaille, assez compétent en la matière. Je pense qu'il pourra nous dire vraiment comment votre commerce peut se développer. Tout comme les armes d'acier valyrien, tout ce qui est un peu dans un matériel un peu rare, la couronne ne souhaite pas que ça se retrouve dans les mains de n'importe qui, surtout dans les mains du plus offrant. Donc j'ai été désigné par mon cousin le roi Robert pour m'occuper du commerce des ferrugiers et de faire attention de la manière dont vous les vendrez et à qui vous les vendrez. J'espère que la situation ne vous dérange pas. Enfin, Grégor lui répond, lui dit pas le moins du monde. C'est un peu gênant si nous ne sommes plus à la tête de nos affaires, mais le fait que le roi s'y intéresse de la sorte pourra montrer aux gens que c'est un bois d'extrêmement bonne qualité et du coup ça en fera sûrement peut-être augmenter sa valeur. Fort bien, du coup, dit Andrew Estremont. Est-ce que vous avez votre cargaison de ferrugier avec vous? Grégor dit oui. Avec ma sentinelle, Merrick, mon plus fidèle homme, nous avons un petit peu peur de nous faire attaquer, de nous faire voler la cargaison sur le chemin. Du coup, nous avons essayé un petit peu de passer hors des sentiers battus pour ne pas éveiller l'attention. Et en fait, en vérité, toute la carriole que nous avons ramenée est faite de bois de ferrugier. Aussi, vous pouvez la démanteler et en prendre autant d'éléments qu'il vous faudra pour essayer de travailler le bois de ferrugier. Et nous allons partir comment? Oui. J'ai prévu la chose, Astrée, si nous gagnions bien assez d'argent avec le tournoi ou avec la vente de bois de ferrugier, nous rachèterons une autre carriole, qui certes sera peut-être moins confortable que celle présente, mais c'était la seule manière pour ne pas trop éveiller les soupçons. Peut-être que Sœur Estremont pourrait attendre le tournoi pour admirer le bois de ferrugier en action? Bien sûr. Oh, je peux tout à fait attendre la fin du tournoi pour démanteler cette carriole, il n'y a absolument aucun souci. Je ne voudrais pas vous priver d'un endroit où vous pouvez vous reposer, qui m'a l'air somme toute assez confortable. Vous comptez participer au tournoi du coup? Pas vous, Dame Astrée, j'imagine bien, mais... Non, mais mon frère. Ah, fort bien, fort bien. Mon frère participe également au tournoi, peut-être que vous croiserez dans les lices. N'y allez pas de main morte, hein. Anton, c'est un sacré gaillard, et il a pas peur de grand-chose. Et je pense qu'une bonne raclée, ça lui ferait du bien. Si je peux lui apporter mon expérience, je le ferai volontiers. Eh ben, je vous souhaite de réussir. Moi, je ne me battrai pas, mais je regarderai le tournoi avec attention. Et pourquoi donc? Moi, je suis juste venu à Port-Réal pour marier ma sœur au départ. Elle est grave à se marier avec un jeune chevalier du Val. Mais voilà, je suis juste là pour la marier et fêter ça avec elle. Pas vraiment d'espoir guerrier, mais j'ai profité de l'occasion pour rendre service à mon cousin, le roi Robert, et à m'occuper de cette histoire de bois de ferrugier qui, je pense, vous avez senti, a mis un peu en effervescence toute la cour à Port-Réal. Sur ce, messieurs, dames, je vais vous quitter, j'ai affaire. Je vais devoir essayer de me rabibocher avec mon cousin Stannis. Sans vouloir être trop intrusive, vous devez vous rabibocher avec Stannis? Bon, c'est pas grand-chose. Stannis est maître des navires. Il siège au conseil restreint du roi et il n'est pas très content de cette position. Et il pense que toutes les affaires liées à la défense et tout ce qui concerne la sécurité de Port-Réal devrait lui revenir. Aussi, il pensait s'occuper de cette histoire de commerce de bois de ferrugier. C'est juste que Robert
et moi, nous nous entendons très bien, et il est un peu vert que je sois passé devant lui sur cette affaire-là. Il avait espéré s'occuper de cette affaire-là. Du commerce de... D'accord. Voilà, m'occuper du commerce de Féorigier et m'occuper de vous, de la famille Forrester, et Mais cela a été décidé par le roi, non? on va pas dire que la relation entre Robert et son frère Stanis est au plus beau fixe. Les deux ont toujours été un petit peu en conflit. Je crois que Stanis ne lui a jamais pardonné, après la guerre, d'avoir offert le siège des Baratheons à Calmy à son frère Renly, alors que lui a dû se contenter de la citadelle de Dragonstone, isolée sur une île perdue au large de Port-Réal. Nous espérons que votre réconciliation avec votre cousin soit des plus promptes. Carmine vous quitte du coup à la sortie du Donjon Rouge, elle retourne dans une taverne pour le reste de la soirée pour essayer de gagner un peu sa vie en attendant le banquet du roi qui aura lieu le lendemain soir. Vous traversez à nouveau toute la ville qui est bondée de monde et vous arrivez de nouveau sur le terrain du tournoi où il y a encore plus de tentes qui ont été installées. Il y a toutes les grandes familles de Westeros qui sont là, vous voyez les oriflammes des Lannister, vous voyez la rose d'or sur un champ vert des Tyrell. Au loin, effectivement, vous voyez aussi le blason de la maison Martell de Dorne. Pour les yeux, c'est extrêmement joli, toutes ces tentes qui tapissent le terrain. Et vous revenez du coup un petit peu à la zone de votre campement. En arrivant devant votre tente, les Forester, vous voyez qu'il y a un tissu qui a l'air entourer un objet assez long. Le tissu est tenu, avec un cordon en or. Et il y a un petit mot qui est accroché à ce tissu qui a été posé vraiment juste devant votre tente. Je m'avance vers le paquet, je me baisse et j'essaie d'abord, avant de le prendre, de lire du bout des doigts le message qu'il pourrait y avoir dessus. T'essayes de pas trop te mouiller, il y a juste marqué « Bonne chance pour le tournoi » dessus. Je crois que ceci vous est adressé lors du vivant. Faites attention avec ça, il a l'air un petit peu gauche. Et il y a Merrick Kell qui dit « Attends Grégor, attends, ça peut être dangereux ». Et il lui prend du coup. Et il le déplie délicatement, voilà, il enlève tout ce tissu et il révèle une dague. Ça vous saute aux yeux, c'est une dague d'excellente facture, c'est presque un cadeau princier. Le manche de la dague est taillé dans une matière qui est un os de dragon, donc c'est un manche tout noir. C'est une dague un petit peu courbée et vraiment elle est décorée de plein de petites pierres précieuses. Enfin vraiment c'est un cadeau assez exceptionnel que tout le monde ne peut clairement pas se payer. Extrêmement précieux, c'est des pierres précieuses incrustées sur le manche. Je serais bien en peine de dire d'où ça vient, mais clairement la lame courbée, ça te fait tout de suite penser soit à Essos, mais Essos c'est un continent très très vaste, soit à Dorne, c'est là-bas qu'ils utilisent aussi des lames courbées. En tout cas, on dirait clairement une lame qui vient un peu de l'étranger, quoi, qui n'est pas une lame couramment utilisée, même par les nobles à Westeros. Par curiosité, Lord Grégor, est-ce que vous auriez des amitiés par les contrées du sud de Westeros? Absolument pas. Cette dague ne me dit rien et je ne vois pas qui aurait pu me faire... Ce n'est pas tant la dague qui m'intrigue, c'est surtout le filet d'or qui entoure le paquet. J'ai pas l'impression que ce soit une signature très grande, même pour un cadeau de dignitaire. Oui, donc clairement, je pense que la personne qui nous a fait ça est une personne qui a beaucoup de moyens. Je ne sais pas si ça pourra apporter quelque chose, mais tout à l'heure, quand vous vous entraîniez tous les deux, un chevalier venant de Dorne, il me semble, vous observait. J'ai pu apercevoir de loin que c'était le blason de la famille Martell. Je propose à ce qu'on ne touche pas à cette dague, qu'on la mette dans un coin pour le moment en tout cas. On a déjà nos boîtes Férugier et nos armes qui nous iront tout à fait pour le tournoi. Pas besoin d'utiliser une dague. Si vous voulez éviter d'être intimidé tous les problèmes que vous avez, je peux me permettre de proposer de garder cette dague dans ma tente afin d'éviter tout problème à votre famille. C'est bien gentil de Daemon, mais le cadeau semble être adressé à la famille Forester et il serait alors, la bonne. je viens de dire cadeau oui, mais cadeau empoisonné, c'est ça la question. Si on vous dit non, c'est que c'est non. Et si on ne vous parle pas, c'est qu'on n'attend pas de réponse de votre part. Si c'est un cadeau empoisonné, si ce n'est pas un geste d'amitié, très bien, nous ne le toucherons pas, nous le garderons ici, mais si c'est un réel cadeau de la part d'un ami qui est pour l'instant anonyme, il n'y aura pas de danger pour ça. Mais évitons de l'utiliser pour le moment. Imaginez un instant, Harald, que cette dague puisse être une preuve d'un meurtre. Alors gardons le petit mot qui va avec et montrons que ça a été un cadeau de la part de quelqu'un. Gardons la ficelle, gardons le papier qui l'entourait. Au vu du comportement de Cersei, j'ai peur que ce genre de petites preuves ne suffise pas. Cersei ne commande pas, c'est Lord Arryn, main du roi, qui décidera. Je propose qu'Harald garde la dague. En tant que maître d'armes, il pourra très bien la protéger. Et la Navi a ses tranchées sur la question. Lord Grégor. Fort bien, ça me va. Je trouve qu'on pourrait
un danger en gardant cette dague, mais je comprends tout à fait. Il la garde. Merci de votre explication. De rien. Andrea, votre avis est important, vous savez. Si cela avait été un acte perfide, je pense que notre malfaiteur aurait dissimulé cette dague dans nos effets personnels, de manière à ce que lors d'une enquête, les autorités la découvrent. Là, je pense que le cadeau est exposé, il doit avoir été présent devant notre tente depuis quelques heures maintenant. Donc je pense que c'est un cadeau dignitaire. Moi, ma seule interrogation, c'est de savoir, en suivant les dires de Freya, s'il s'agit bien d'une bienveillance de la part de la maison Martel. Au contraire, moi je pense que peut-être c'est une stratégie de nous l'offrir en cadeau. Et pour une fois, je suis tout à fait d'accord avec Duncan. Je trouve qu'il fait preuve de grande intelligence et de grande maturité en se méfiant de cette dague. Peut-être pourrions-nous nous rendre directement à la tente des Martel et leur poser la question. Là, je suis un peu moins d'accord avec vous. On va pas tout le temps toucher juste. Hein. Attendons de voir. Il se peut que lors du tournoi, quelqu'un vienne nous demander si nous avons bien reçu le colis. Gardez-la précieusement en attendant, Harald. Gardez-la cachée dans vos affaires. Hear the might whisper from the eyes. Bring to you kings and sons to die. White the grass will always be marked by the cold blood of northern cries. Beware the fights, they will give you iron hearts. Mon frère m'a demandé de l'accompagner, je l'accompagne. Très bien. Grand plaisir. Plaisir partagé. Ah, t'as bien fait de payer leur balade, ça a pas l'air super. Bah, je pensais pas que vous allez tous vous détester comme ça, mais j'avais pas prévu ça.